La séparation ou le divorce appauvrit ou pas? Je crois que oui, ça l'appauvrit forcément. En tout cas, en moyenne, les deux personnes, parce que, évidemment, ça demande 2 ménages, 2 loyers, 2 résidences, donc automatiquement, oui, ça appauvrit sûrement. La séparation ou le divorce appauvrit ou pas? Qu'en pensez-vous? La réponse à la fin de l'émission. Bonjour et bienvenue à Rupture. Aujourd'hui, se divorcer ou se séparer sans s'appauvrir. Pour en discuter avec moi, je reçois 2 experts. Caroline Thériault, conseillère en sécurité financière. Bonjour Caroline. Bonjour Marilyn. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci à vous. À ses côtés, Yves-Patrice Baudin, qui est syndic autorisé en insolvabilité du Baudin Groupe Conseil. C'est ça? Oui. Merci d'être là, Yves-Patrice. Bonjour. Alors, Caroline, je commence avec toi. Quelles sont les premières actions qu'un couple doit faire lorsqu'il se sépare pour éviter les pertes? Il y a beaucoup d'actions à poser, bien entendu. Lorsqu'on sépare, les premiers événements qui vont arriver, c'est de réfléchir à notre argent. Est-ce que j'en ai assez quand je repars? Qu'est-ce qui me reste à moi? Qu'est-ce qui va à mon conjoint? Donc, les premières choses à faire, c'est d'analyser comment vous étiez installé au niveau de vos comptes bancaires. Est-ce que vous aviez chacun un compte séparé ou en plus un compte conjoint ou seulement un compte conjoint? Mm-hmm. Là, ça va changer la donne et les gens qui ont un compte conjoint seulement, c'est là qu'il va falloir être proactif, transférer vos payes, vos versements de paye qui allaient dans le compte conjoint dans un compte personnel. Mm-hmm. Alors, vous ouvrez des comptes personnels et vous faites en sorte que vos payes, tout ce qui est rentré d'argent, allocation familiale, peu importe qui rentre, vous les séparez. C'est les premières étapes parce qu'on le sait, l'argent va créer des conflits encore plus lors d'une séparation. Donc, la première chose, on sépare le tout. On réajuste ses comptes de banque. Ensuite de ça, qui a les dettes? Qui a des dettes conjointes? Donc, on va analyser voiture, bateau, moto, skidoo, avion. Non, je fais des farces. J'ai pas beaucoup de clients qui ont des avions. Mais somme toute, qu'est-ce que vous avez comme dette commune? Vous avez des paiements à faire. Qui va garder quoi? Ça va être la première des choses à analyser pour partager son patrimoine. Autre chose importante, tout ce qui est contrat d'assurance. Qui paye les assurances vie, invalidité, maladie grave? Est-ce que vous avez des assurances collectives? Mm-hmm. Donc, on va devoir analyser les contrats et peut-être enlever, changer les bénéficiaires. Oui, c'est ce que je m'en allais dire, voir qui est bénéficiaire, exactement. Exactement. Donc, est-ce que c'était votre conjoint qui était bénéficiaire? Maintenant, on va nommer peut-être plutôt les enfants. Oui. Ou frères, sœurs, peu importe. Ensuite de ça, un coup qu'on a fait le changement des bénéficiaires sur les polices d'assurance, bien, automatiquement, on pense testament, mandat d'inaptitude. C'était-tu votre conjointe qui était nommé? Alors, il va falloir revoir cette partie-là avec un notaire. Mm-hmm. Une autre chose aussi, au niveau des placements. Tout ce qui est actif au niveau de l'investissement, les REER de conjoint. Est-ce que vous étiez en train de cotiser au REER de votre conjoint, justement? Comment ça fonctionnait pour vous au niveau des placements? Aviez-vous un compte conjoint de placement ou est-ce que vous mettiez un montant d'argent pour des projets futurs? C'est un autre point qu'il va falloir valider, s'assurer que ça soit un partage équitable et où chacun repart avec ce qu'ils avaient cotisé dans les années. Là. Puis l'aspect aussi, est-ce qu'on est marié ou conjoint de fait? Ça, c'est un autre volet, mais il reste qu'au niveau du partage, il y a un impact là-dessus. Tout à fait. Puis si je peux rajouter aussi une partie importante, c'est au niveau des hypothèques. Les gens qui sont conjoints au niveau de leurs hypothèques, souvent, lors d'une séparation, tout de suite, ils vont réfléchir à dire qui garde la maison. Lorsqu'on refait une analyse au niveau de leur bilan financier, on s'aperçoit que peut-être des fois, ni l'un ni l'autre a les capacités de garder la propriété. Mm-hmm. Peut-être que finalement, monsieur seulement ou madame seulement va être capable de la garder, la maison. Donc, se faire préqualifier, retourner voir son banquier, son courtier hypothécaire pour s'assurer de la capacité de l'un ou l'autre de la garder, ou sinon de dire on vend la maison et on se rachète chacun autre chose. Donc, on est-tu capable de se préqualifier chacun si on veut se racheter autre chose? Ouais. Souvent, les données changent énormément parce que notre pouvoir d'achat, lorsqu'on est en couple versus quand on est séparé, c'est pas du tout la même chose. Non, exactement. Merci, Caroline. Yves-Patrice, à quel moment, toi, les gens vont te consulter, arriver dans ton bureau, puis quand ils y vont, est-ce qu'il est trop tard? Trop tard, trop tôt, j'ai vu les deux. J'ai vu des gens venir me voir, ça faisait 2 jours qu'un des 2 conjoints avait dit « Là, chérie, c'est fini ». J'ai vu des gens aussi attendre et creuser et s'acharner.
Je pense que les gens viennent nous consulter comme syndic autorisant l'insolvabilité quand ils sont prêts ici. Quand Il y a ils une sont vari- pris à la Oui, gorge, là? non, je parle pas de la gorge, je parle de l'émotion. Ah, Parce qu'il y a une variable émotionnelle importante à décider de, en bon québécois, tirer à la plug et dire là, je dois consulter un professionnel. Maintenant, comme Caroline disait, quand les gens se séparent, oui. c'est important de consulter les professionnels. C'est important de faire l'inventaire de soi-même. Oui, il y a l'inventaire financier, il y a l'inventaire personnel au niveau je suis qui. Parce que ça va conditionner les comportements financiers aussi. Ouais. Donc, un budget émotionnel. Est-ce que j'ai l'énergie de passer à travers? Est-ce que j'ai les amis? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai la bonne équipe autour de moi? Mhm. Le syndic autorisant l'insolvabilité, il va arriver pour régler une partie très, je dirais pas précise et spécifique, mais elle est quand même centrée sur l'aspect des dettes qui ne vont pas bien. Quand ça va mal avec le niveau d'endettement, que les paiements ne sont pas viables, que la personne, elle est, oui, prise à la gorge. Mhm. Maintenant, en ayant bien consulté des bons professionnels avant, et moi, je recommande chacun son professionnel. Donc, Caroline, des fois, il va avoir les 2 membres du couple vont être dans ton bureau, mais des fois, ça vaut la peine d'avoir le même conseiller pour faire l'inventaire, mais ça peut avoir du bien d'avoir chacun son conseiller. Ça peut être dans le même cabinet, là. Regardez Mais chacun son profil, c'est ça. chacun sa... C'est ça. Donc, si on est tous les deux chez Placement Inc., ben, ça peut être un va voir un conseiller, l'autre va voir l'autre dans la même équipe. Ça crée un filtre entre les deux pour être capable de prendre des bonnes décisions personnelles. Surtout que quand on a besoin de déposer un dossier de faillite ou de proposition, le caractère saisissable des biens vient jouer. Donc, tantôt, Caroline parlait de la désignation de bénéficiaire sur une police d'assurance vie. Ouais. Bien, si on change un bénéficiaire qui est insaisissable, donc un époux, par exemple, pour les enfants, en soi, ça ne pose pas de problème. On change un bénéficiaire non saisissable pour un bénéficiaire non saisissable. Mais si on n'a pas d'enfant et qu'on change de notre époux à notre frère, on n'est pas dans le malaise humain, mais on vient de rendre la valeur potentielle du contrat saisissable. Donc, le syndic va devoir en tenir compte et la désignation doit se faire avec un certain délai. Donc, le conseiller peut consulter un syndic aussi pour aller chercher la bonne réponse du syndic. Si on fait ça, est-ce que ça le rend insaisissable? Mon client n'est pas dans le trouble, mais mettons que ça vaut la peine. Ensuite de ça, bien, le client il vient nous voir quand il est prêt, quand il sent que c'est nécessaire de venir chercher de l'information par rapport à l'insolvabilité. Et là, dans ce temps-là, on va le conseiller. Donc, une faillite, si c'est vraiment malheureusement très nécessaire, la proposition, donc un arrangement avec les créanciers. Bonjour, j'en ai trop, voici ce que je peux payer, voici comment le syndic propose qu'on le structure. Puis nous, notre rôle, c'est d'accompagner. Donc, quand un client débarque dans les bureaux de Baudin Groupe Conseil, bien, il va recevoir ça. Comme chez tous les autres syndics autorisant l'insolvabilité, on est réglementé par la loi de manière très sévère. Est-ce que la personne doit d'abord aller voir son institution financière, faire ce qu'on appelle consolidation de dette avant d'aller te voir toi ou se faire aider par son conseiller en sécurité financière aussi, là? Je suis partie de la pire option, qui est la faillite. La deuxième, moins mauvaise, évidemment, c'est la proposition. Mais une fois qu'on a regardé faillite, proposition, ça arrive des fois que c'est pas nécessaire. Donc, des fois, les gens ont simplement besoin de réviser leur budget, se donner un petit coup de pied à la motivation pour être capable de dire, bon, voici comment je dois prendre en charge. Puis l'accompagnement, il est positif. Il y a des organismes communautaires qui existent, qui font ça aussi. Les conseillers en placement le font. Moi, comme syndic, un client débarque, a besoin d'une 20 minutes, une demi-heure. Ça me fait toujours plaisir, même s'il n'y a pas de dossier. Et oui, la consolidation, donc aller refinancer l'hypothèque en même temps qu'on fait les transferts de propriété, ça peut être un beau moment pour le faire. Prendre un prêt de consolidation, rapporter 3-4 dettes ensemble qui sont moins efficientes dans un nouveau produit qui est plus facile à gérer, ça devient une belle solution pour beaucoup de personnes. Mais consulter un syndic ne nous empêche pas de faire ça. Si on n'a pas besoin, le syndic doit dire à la personne, tu n'as pas besoin de faire une proposition, tu n'es vraiment pas candidat à la faillite. Va voir ton banquier, puis même que on peut faire une simulation. Les taux d'intérêt des banques sont à peu près connus. Donc, moi, ça m'arrive très régulièrement de faire une simulation avec un client pour lui dire, tu as tel montant de dette à tel taux d'intérêt sur une période de 3, 4, 5 ans. Voici ce que ça pourrait te coûter. Je ne suis pas précis parce que je ne suis pas le banquier, je n'ai pas les produits, mais
au moins, ça va nourrir la réflexion, puis ça va alimenter la discussion avec le banquier quand le client va aller voir son conseiller à la banque. Tu sais, je peux apporter un point, Marilyn, là-dessus, puis Yves-Patrice. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai travaillé en banque auparavant, et j'ai vu beaucoup de gens arriver en succursale, justement, dire « je veux un prêt de consolidation Ouais. ». Par contre, le fait qu'ils ont manqué quelques paiements, qu'ils sont endettés à plus de 70, 80, 90 La banque va de les leur refuser. capacité, Ouais. c'est des refus. Mm. Donc, c'est là où est-ce qu'on est allé trop loin. Les clients ont manqué d'éducation à savoir où s'arrêter, Ouais. comment s'arrêter. Les gens attendent parfois d'être rendus justement trop loin parce qu'il y a des solutions avant. Donc, c'est là qu'on est obligé de dire, bien, il n'y a plus rien à faire en ce moment parce que votre taux d'endettement est trop élevé. Là, à ce moment-là, on réfère vers les syndics. Mais il y a des options, il y a des façons de faire avant de se rendre là, et c'est là qu'il ne faut pas attendre. Quand vous voyez que votre première carte de crédit est pleine, vous appelez votre conseiller puis vous faites une stratégie. Revoir le budget, c'est la première des choses. Pourquoi qu'on est endetté? Parce qu'on a un coût de vie supérieur à ce qu'on est capable d'avoir. Alors, c'est quoi les choix qu'il faut faire pour redescendre notre niveau de vie à la capacité qu'on peut? Ouais. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que autant le budget est un élément important, quand on tombe dans une séparation, les gens qui viennent me consulter, il y en a qui ont subi violence conjugale, il y en a qui ont subi de l'abus financier, il y en a qui ont subi essentiellement des vols. Mais ça a une conséquence parce que soit que le budget était déséquilibré avec une mauvaise intention, soit qu'il y a tout simplement eu accumulation. Puis des fois, c'est que le budget. Mais c'est important de consulter. Conseiller en placement, syndic, banquier, pour aller chercher de l'information et de l'aide. On va s'arrêter pour une courte pause. Puis je suis curieuse de vous entendre sur les signes avant-coureurs, là. Comme qu'est-ce qui est là, qui se trame, puis comment je peux savoir que, oups, je m'en vais en difficulté financière. Parce qu'on va se le dire, là, quand on se sépare, hein, on partait de 2 revenus et là, on tombe avec un revenu. Puis des fois, c'est les mêmes dépenses, là, maison, taxes et compagnie. Donc, on parle de ça au retour de la pause. Fait que restez là, puis au retour, on continue notre discussion avec nos experts. Nous sommes de retour à votre émission Rupture. Alors, je suis toujours en compagnie de Yves-Patrice Baudin, qui est syndic autorisé en insolvabilité, un long titre hein, quand même, Tout à fait. et Caroline Thériault, conseillère en sécurité financière. Alors, avant la pause, on a parlé des signes avant-coureurs qui nous amènent à avoir des difficultés financières pour passer du conseiller en sécurité financière vers le bureau de syndic. Caroline, tu avais nommé les cartes de crédit. Quoi d'autre qu'on va voir là? Vas-y, Caroline, continue. Souvent, ce qu'on va voir de des gens qui s'en vont justement vers de l'endettement surélevé, ils vont nous appeler, ils vont demander de... Mon assurance est chère, me semble, ça me coûte cher par mois. Ça, déjà là, c'est un signe. Ensuite de ça, commencer à sortir des placements de temps en temps, un petit CELI, un petit 2000, 3000, ça s'en vient plus régulier. Oups, le compte baisse beaucoup. Des achats hein, de véhicules. On change les véhicules aux 2-3 ans. On va plus gros, plus gros, plus gros. Achat de maison, revente, achat, revente, c'est pas toujours bon sur du court terme. Il y a des frais adhérents à l'achat d'une propriété qui sont quand même assez importants. Des fois, les gens, ils pensent pas, ils réfléchissent pas. Ils pensent faire un coup d'argent, puis finalement, ils se ramassent qu'ils s'endettent avec la nouvelle maison. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on voit là, qui arrivent avant de se rendre compte que les gens sont endettés. Là. Merci, Caroline et Yves-Patrice, de ton côté. Moi, j'attache beaucoup la question des comportements avec les causes de la séparation, les causes de la rupture. Donc, avant la pause, j'ai parlé de violence conjugale, d'abus financiers, de vol. Des fois, de vol. Des fois, on est dans des comportements extrêmes comme ça. Heureusement, c'est assez rare, même si ça arrive trop souvent. Les gens doivent aller consulter pour ces problèmes spécifiques-là aussi, en plus d'un syndic ou d'un conseiller en placement. Mais les comportements de couple, donc, est-ce qu'il y en a un qui mange tout le temps au restaurant? Est-ce qu'il y en a un qui achète tout le temps des cadeaux à l'autre? Les voyages, est-ce qu'on fait le voyage qu'on peut se permettre ou on fait le voyage de rêve à chaque année parce que il faut qu'on se paye des belles vacances? Donc, ces choses-là finissent par moments, quand on mélange avec la question des véhicules, des propriétés, des fois c'est les logements quand on est locataire, on crée un stress dans le couple. Ce stress dans le couple-là peut pousser
une des deux personnes à dire « Là, je suis plus capable, ta vision de la gestion de l'argent est complètement déconnectée de la mienne. » Donc, c'est important de se parler en couple aussi avant la Avant rupture la rupture. pour être capable de dire, bon, quelle solution est-ce qu'on peut mettre en place? C'est pas parce que ça va mal, même quand ça va bien. C'est important d'avoir ces conversations-là. Donc, les gens viennent nous consulter. Oui, il y a des signes. C'est des signes souvent qu'on est capable de voir avant la séparation, puis après la séparation, mais souvent le poteau rose va sortir. Est-ce qu'il y en a un qui avait un problème de consommation? Ou de jeu. Est-ce qu'il y en avait un qui avait un problème de jeu? J'allais le nommer tout de suite après. Est-ce qu'il y en a un qui aidait beaucoup la famille? Ouais. Donc, aider la famille. Un enfant qui est en difficulté. Un parent qui est malade. Les familles immigrantes ont beaucoup la culture d'envoyer de l'argent dans leur pays. C'est positif au niveau émotionnel, mais ça peut créer une taxe sur le budget qui est très, très, très lourde à vivre, surtout quand il y en a un qui est immigrant, l'autre qui ne l'est pas. Parce que, dépendant des pays, il y en a qui ont l'attente. Toi, tu es au Canada. Tu es riche. Toi, tu vis dans un pays riche. C'est émotionnel aussi. C'est émotionnel, mais il y a une attente des fois que l'argent va venir. Sauf que le loyer coûte cher au Québec. L'épicerie coûte cher au Québec. Donc, ça. Puis après ça, on rajoute les chocs normaux. L'inflation, le prix des logements qui a augmenté. Ça crée des tensions, des stress. Puis quand il y a une séparation qui se rajoute, bien là, ça... J'ai envie, Marilyn, de rajouter, là, c'est un bon point qu'Yves-Patrice apporte. Les gens ne parlent pas d'argent. Ils ont un tabou avec ça encore. Les nouveaux couples se rencontrent, ça ne parle pas d'argent. Ça ne dit pas, toi, as-tu des dettes? Est-ce que toi, t'en es où financièrement dans ta vie? C'est quoi tes objectifs de vie? Tu t'en vas où? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Il y a des gens qui vont dire, moi, c'est une maison, puis je veux un chalet. L'autre qui va dire, ben moi, je veux voyager puis passer ma vie à aller dans les plus beaux restos puis aller dans les plus beaux spectacles. Mais les gens ne parlent pas, ne communiquent pas, et les frustrations financières arrivent toujours par le fait qu'il n'y ait pas eu de communication. Fait que c'est la base d'un couple de commencer dès le départ à en parler de l'argent. Puis des fois, c'est masqué. Donc là, on a deux visions de vie. Un qui veut voyager, bien manger. L'autre qui veut le nid, le chalet, foncier tranquille. Du matériel. Donc là, on parle de matériel, on parle de mode de vie. Dans le fond, on parle d'argent aussi. On parle de fonctionnement de la famille. Est-ce qu'on devrait faire un ou l'autre, ou est-ce qu'on devrait faire un équilibre? Et puis, à ce moment-là, ben, peut-être qu'on est mieux de ne pas être en couple avec cette personne-là, de s'en rendre compte rapidement dans la conversation, ou s'ajuster. Parce que des fois, les passions se développent aussi. Fait qu'il y a l'évolution aussi dans la relation. Mais on est en couple, on doit se séparer, là. Il y a aussi le après-séparation, là, qui peut pousser aussi à l'endettement, comme l'acharnement judiciaire. Là, ça aussi peut emmener des conséquences que vous devez voir. Ça coûte très cher, les avocats. Ça coûte très cher parce que c'est un service qui a une valeur ajoutée. C'est un service aussi que, dépendant des personnalités en cause, on peut se retrouver avec quelque chose qui se règle rapidement, des divorces qui se font à l'amiable, des séparations qui se font en médiation, qu'on soit marié ou pas, avec des enfants ou pas. Ça existe et ça se passe très bien et à coût relativement faible. Donc, l'aspect judiciaire peut ne pas coûter très cher. D'un autre côté, quand il y a un des deux conjoints qui a abusé, puis là, je parle des comportements généraux, je parle pas de criminalité, mais quand il y a eu des problèmes, quand il y a eu une grosse chicane, quand il y a déjà un gros conflit dans le couple avant la rupture, là, on peut se retrouver avec essentiellement une guerre sainte devant un juge et ça coûte très cher parce que là, c'est expertise contre expertise, requête pour ci, requête pour ça. Et à ce moment-là, le gagnant, c'est l'avocat. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que lorsqu'ils sont en séparation, ils ont 5 heures de médiation gratuite. Première des choses à faire, c'est ça. Deuxième des choses à faire, c'est de dire, bon, ben maintenant, voici les erreurs que j'ai commises dans cette relation-là. Je repars toute seule, je refais un budget, je réanalyse ma situation financière et maintenant, si je retourne en couple, je vais faire les choses différemment. Vous devez, si ça vous tente pas de vous mettre le nez dans les études, dans l'éducation, malgré qu'il y a des super belles opportunités de vous instruire au niveau des finances aujourd'hui avec les podcasts, avec des super émissions, vous devez au moins faire confiance à un conseiller puis vous faire aiguiller, vous faire accompagner pour mettre en place des bonnes stratégies dans votre nouvelle vie. Parce que des fois, on n'aime pas ça. Et c'est pas tout le monde qui aime les finances. Toi, tu es une passionnée, Caroline, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Et parler d'argent, parler de chiffres, suivre les taux d'intérêt, la bourse et tout ça. Fait que moi, ce que je retiens, c'est faisons-nous accompagner, là, parce que
toi, j'imagine, tu sais sur le marché, tu es au courant et tout ça. Mais moi, dans ma cuisine, où je ne suis pas nécessairement tout ça. Fait que pour se reconstruire, c'est ce que j'entends, là, tu nous amènes dans ma prochaine question, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que pour éviter de refaire ce qu'on a fait, c'est premièrement de se regarder, là. Bien, s'analyser, de voir, de comprendre nos erreurs. Ouais. Puis, on n'en a souvent pas nécessairement. La majorité des gens n'ont pas eu d'éducation financière. Je recule même dans mon temps à moi. C'était Ouais. pas des choses qu'on discutait avec nos parents. Et on s'est laissé aller par la vie puis par nos propres expériences. Donc, maintenant, on regarde qu'est-ce qu'on a Ouais. fait, c'est quoi nos erreurs, comment on peut faire pour faire différemment, faire mieux pour atteindre nos objectifs. Prévoir un fonds d'urgence, commencer à mettre de l'épargne de côté aussi. Exactement. S'assurer qu'on est en direction vers nos objectifs en faisant des actions concrètes, dont c'est ça, c'est mettre de l'argent, mais tu sais, ça peut dépendre aussi avec le fonds de pension de l'employeur. On peut aller maximiser pour avoir le maximum de l'employeur. Il y a toutes sortes de façons de s'enrichir, mais c'est de se faire accompagner parce que chaque dossier est différent. Il n'y a pas un client qui rentre dans mon bureau que je lui donne la même stratégie. Et un Il conseil n'y a pas les aussi, mêmes besoins, il n'y a pas les mêmes objectifs Exact. quand on part d'un modèle différent. Exact. Puis je peux même aller plus loin là-dedans, c'est de dire, écoutez pas tout le monde autour de vous. Tout le monde a leur Le vision. a beau-frère, leur- la belle-sœur là, qui a Exact. fait ça, là, puis qui a investi dans X, là, puis... Il y a tout le temps quelqu'un qui est meilleur qu'un autre, puis qui a toujours la bonne solution pour vous, mais non. La meilleure personne pour vous, ça va être votre conseiller en face de vous, qui va avoir la projection globale de votre situation et qui va être capable de vous donner des bonnes recommandations. Donc, faites-vous accompagner, c'est sûr, sûr, sûr. Quand on repart, là, on va vers les spécialistes. La rumeur du village est probablement la chose la plus destructrice de valeur. Ouais. Donc, quand on parle de est-ce que se séparer, se divorcer, ça appauvrit, ça peut, parce qu'il y a des conséquences économiques, personnelles On qui va sont y répondre graves. à la question Vox Pop. Mais- Moi, oui, oui. vas-y. Mais aller chercher conseil, casser la rumeur du village, moi, je le vis avec les gens qui subissent un moment d'insolvabilité dans leur vie. S'ils écoutent le conseiller, à ce moment-là, s'ils écoutent le syndic, ils sont capables de comprendre l'avantage de passer à travers le processus. C'est pas agréable, là. C'est comme être malade. On n'aime pas ça aller chez le docteur. Mais on fait le ménage, on règle le problème et à ce moment-là, on repart de l'avant pour vrai, positivement, avec une bonne base financière versus s'acharner pour s'acharner. Puis là, quand on repart vers l'avant, comme tu le dis, refaire son crédit, sa cote de crédit, ou justement épargner quand on est en proposition, est-ce que c'est possible, ça? C'est possible et c'est nécessaire. Les personnes qui choisissent, souvent par mauvais conseil, d'attendre que la note disparaisse du dossier de crédit, vont attendre, bon, pour plusieurs dossiers, une période qui va aller dans les environs de 7, 8, 9 ans. Ouais. Et là, à ce moment-là, je mélange autant les faillites que les propositions dans mon délai général. Mais en se retrouvant 6, 7, 8 ans, 9 ans après avoir déposé un dossier de faillite ou de proposition, on disparaît du dossier de crédit. On n'a plus d'informations dedans. Parce que toute C'est comme si on l'information... recommençait comme un adolescent? Oui, sauf que quand on a 40 ans ou 50 On ans n'a et pas qu'on d'historique. redevient un gamin de 18 ans, Ben oui. le dossier de crédit, il sait qu'on a déjà existé, mais on n'existe plus. Ah. Parce que l'information a juste passé date. Après 6 ans, 7 ans, la majorité de l'information disparaît. Donc, on redevient un gamin. Mais la loi n'interdit pas à quelqu'un de se rebâtir après son insolvabilité. La majorité des faillites durent à peu près 1 ou 2 ans. Je sursimplifie, les gens qui me consultent auront le chiffre précis à leur situation. Mais après, il faut commencer à y penser à rebâtir son crédit. Ouais. Dans une proposition, il n'y a pas d'interdiction formelle. Donc, quelqu'un peut avoir du crédit. Et si on conserve notre voiture, on a un effet positif sur notre dossier de crédit. Oui, parce qu'on rembourse. Exact. On a- Donc, on crée à un chaque historique. mois, la petite note positive qui se rajoute au dossier de crédit, Ouais. c'est important. Certaines personnes vont être capables d'aller chercher une carte de crédit pendant la proposition. Donc là, est-ce que c'est une recommandation? Vraiment pas pour tout le monde, mais ceux qui l'ont et qui le gèrent bien parce qu'ils ont eu un choc financier, ils n'ont pas un problème budgétaire, ils ont eu un problème de choc, comme je parlais plus tôt, mais là, ils ont des notes positives qui vont se rajouter. Donc, à la fin de la proposition, le score de crédit a déjà monté. Et si on a couplé à un bon budget et à de l'épargne et à avoir consulté son conseiller en placement pendant la proposition, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir fini pour aller chercher de l'aide pour le côté actif. Parce que là, ici, dans le studio, on a actif, passif. Oui. OK? Exactement. Vous faites un beau Et, duo. et au niveau d'un bilan, c'est les 2 éléments importants.
Donc, les gens doivent consulter, oui, le syndic s'il y a trop de dettes, mais doivent consulter aussi les conseillers en placement pour être capables de s'enrichir. Et on a le droit et c'est encouragé. Et dans les rendez-vous de suivi qui sont prévus dans les dossiers de faillite et de proposition, moi, j'en parle. Et comme Caroline disait au tout début à la première question, moi, j'encourage les gens à aller voir leur notaire. J'encourage même les gens, dans certains cas, à aller faire des préarrangements funéraires. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'épargner et de limiter une dépense future. Ah oui, c'est vrai, ça a du sens. Yves-Patrice, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on répond à la question Vox Pop. Divorcer ou se séparer, ça appauvrit ou pas? Restez là. Le divorce ou la séparation appauvrit ou pas? La plupart des cas, c'est appauvri, je dirais, malheureusement. J'en suis convaincue que oui. Ah oui, c'est sûr. Les frais fixes ne sont pas séparés en deux. Chacun paie ses frais fixes maintenant après, alors que oui, 2 apparts, etc. Donc, ça appauvrit. Merci. Nous sommes de retour à Rupture. Alors, c'est le moment de répondre à notre question Vox Pop. Le divorce ou la séparation appauvrit ou pas? Caroline, mesdames, l'honneur. Ça dépend des fois. Je ne veux pas me positionner là-dessus. J'ai vu toutes sortes de situations dans mon dossier, dans mon bureau, je veux dire. Donc, des fois, ça l'appauvrit, des fois, ça l'enrichit une personne ou l'autre. Mais au bout du compte, l'important, c'est de s'assurer que chacun reparte avec ce qu'il devrait. Ouais. Hein? Donc, il faut y aller avec la raison et avec les bonnes stratégies, avec les bons professionnels pour se faire aiguiller pour ça. Merci, Caroline. Et Patrice, toi? Personnellement, je pense que ça dépend si la personne, elle est bien conseillée et si la personne, elle écoute les conseils. Parce que quand on est dans l'émotion d'une séparation, on a pris une décision pour être bien. Quand c'est nous qui l'a pris, on subit la décision de l'autre dans certains cas. Et si on ne va pas chercher les bons conseils des bons professionnels, Caroline, tu l'as dit, je leur dis parce que c'est probablement la chose la plus importante de l'émission aujourd'hui. Allez chercher conseil, vous allez vous enrichir, au moins de renseignements, puis vous allez éviter de vous appauvrir d'argent. Merci infiniment à vous deux. C'était super intéressant. On aurait pu en parler longtemps. On vous réinvitera. Avec plaisir. Assurément. Merci aussi à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à aller aimer la page de Rupture, la page Facebook, commenter, répondre à notre question Vox Pop. La semaine prochaine, la rupture, la deuxième chance. Croyez-vous à la deuxième chance? C'est à voir. Merci. À bientôt.